Alors, les marchés émergents à l'approche de 2026. La question qui revient sans cesse, est-ce que c'est une opportunité à saisir ou un véritable piège? Pour tenter d'y voir plus clair, on va s'en tenir aux faits, rien qu'aux faits, aux chiffres, aux dynamiques. L'idée ici, ce n'est pas de donner un conseil, mais bien de poser une analyse factuelle. Allez, on commence tout de suite avec le chiffre qui saute aux yeux, 35%. C'est ça la décote actuelle des marchés émergents par rapport aux marchés développés. Pour le dire simplement, ça veut dire qu'à bénéfice équivalent, on considère qu'ils valent à peu près un tiers de moins. Et ça, c'est un écart historiquement très important. Mais ce chiffre, qu'est-ce qu'il veut dire au fond? Est-ce que c'est le signe d'une occasion en or ou est-ce que ça reflète simplement des risques bien réels et bien plus grands? C'est vraiment la question centrale qui va nous guider tout au long de cette analyse. Bon, première étape, on va décortiquer ensemble cette fameuse valorisation. Essayons de voir ce que les chiffres nous disent vraiment une fois qu'on gratte un peu la surface. Ces tableaux, ils montrent bien une chose. Il ne faut surtout pas mettre tous les marchés émergents dans le même panier. L'indice global, lui, se paie environ 13,3 fois les bénéfices attendus. Ça, c'est assez proche de sa moyenne historique, rien de fou. Mais là où ça devient parlant, c'est quand on regarde les extrêmes. On a l'Inde à 22 fois les bénéfices. Le marché paie clairement une prime pour la croissance. Et à l'opposé, on a le Brésil à seulement 7,09. C'est de loin le moins cher de la bande. Et voilà, ce graphique illustre parfaitement l'écart dont on parlait au début. On met en face les 13,3 des marchés émergents et les quasi 22 du S&P 500 aux États-Unis. Visuellement, l'écart est massif. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, pour bien insister là-dessus, on ne parle pas d'une petite différence passagère. C'est tout simplement le plus grand fossé de valorisation qu'on ait observé entre ces deux grands blocs depuis plus de 15 ans. D'accord, un prix bas, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a un moteur derrière, un potentiel de croissance? C'est notre deuxième point. Penchons-nous maintenant sur les perspectives. Du côté de l'économie réelle, la macro, on s'attend à une croissance de 4% pour l'ensemble des émergents. Ce qu'on voit, c'est une Chine qui, c'est vrai, ralentit un peu à cause de sa demande intérieure, mais à côté, on a une Inde qui carbure toujours à 6,7% et une Indonésie qui met les bouchées doubles grâce à des politiques de soutien. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si la croissance économique globale est modérée, eh bien la croissance des bénéfices des entreprises, elle, est attendue en flèche. On parle de plus 18% pour l'ensemble des émergents. L'Asie, tirée par la tech, vise même les 19%. L'Amérique latine est plus sage, mais comme on l'a vu, elle part d'une valorisation tellement basse. Alors, comment on explique ce rebond attendu des profits? Un des facteurs clés, c'est cette tendance globale à la désinflation, donc au ralentissement de la hausse des prix. Ça pourrait donner de l'air aux banques centrales pour qu'elles baissent leur taux d'intérêt, ce qui, mécaniquement, stimulerait l'activité. Pour que tout ça soit un peu plus concret, on va zoomer sur les trois poids lourds de l'indice, la Chine, l'Inde et le Brésil. Leurs histoires sont très différentes et elles illustrent parfaitement la complexité de cet univers. On commence bien sûr par la Chine. Elle pèse pour 28,4% de l'indice. Autant dire que quand la Chine s'enrhume, c'est toute la classe d'actifs qui tousse. Impossible de l'ignorer. Le tableau pour la Chine est contrasté. D'un côté, une valorisation qui semble raisonnable à 13 fois les bénéfices, une croissance du PIB attendue autour de 4,3%, mais la dynamique clé, c'est ce grand écart entre des exportations très fortes et une consommation à l'intérieur du pays qui, elle, reste faible. Les moteurs, on les voit bien, l'expansion des exportations, le soutien de l'État et des secteurs d'avenir comme l'IA et l'industrie, mais en face, les risques sont tout aussi clairs, le secteur immobilier qui reste une épée de Damoclès et cette fameuse demande des ménages qui a du mal à repartir. On passe maintenant au deuxième géant, l'Inde, qui pèse désormais 16,1% de l'indice. Et là, on change complètement d'histoire par rapport à la Chine. L'Inde, c'est le récit d'une croissance très forte, attendue à 6,7%, mais qui vient avec une valorisation tout aussi forte à 22 fois les bénéfices. Le marché semble aussi parier sur le fait que la Banque centrale indienne va baisser ses taux, ce qui pourrait donner un coup de fouet supplémentaire à l'économie. Le principal moteur, c'est donc cette attente de baisse des taux qui pourrait débloquer beaucoup d'investissements, notamment dans les infrastructures. Le risque, évidemment, c'est cette valorisation qui est déjà très tendue. La question est de savoir si elle est soutenable, surtout quand on voit que les capitaux étrangers ont récemment commencé à sortir. Et on termine notre trio avec le Brésil, qui lui nous propose un scénario encore différent. Ici, on ne parle pas de croissance explosive, non. Ici, le mot d'ordre, c'est la valeur et un potentiel de rattrapage. Les chiffres sont assez éloquents. Un ratio cours sur bénéfice à seulement 7,09, c'est le plus bas du groupe. La croissance est modeste, 2,4%, et les taux d'intérêt sont encore très élevés à 15%, même si on s'attend à ce que ça commence enfin à baisser. Le potentiel, ici, il est purement cyclique. Si la Banque centrale se met enfin à baisser ses taux de manière agressive, ça pourrait libérer un énorme potentiel de hausse. Mais attention, les risques sont bien là. L'incertitude politique avec les élections de 2026 et la menace permanente de taxes douanières américaines.
Alors comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent? Pour finir, essayons d'esquisser les scénarios possibles. Pas comme des prédictions bien sûr, mais juste comme des trajectoires logiques basées sur ce qu'on vient de voir. On peut imaginer deux grandes routes. D'un côté, le scénario idéal, un peu à la boucle d'or, une croissance qui tient, une inflation qui baisse, un dollar américain qui se calme, bref, le cocktail parfait. De l'autre côté, le scénario plus pessimiste. Celui-ci pourrait être provoqué par un dollar qui repart à la hausse, une escalade des tensions commerciales ou un vrai coup de frein de la consommation en Chine. Donc si on résume de manière purement factuelle, voilà les éléments objectifs qui pourraient jouer en faveur des marchés émergents. Cette fameuse décote historique de 35%, une désinflation mondiale qui pourrait aider les banques centrales, des taux d'intérêt réels sur les obligations locales qui sont au plus haut depuis 10 ans, et enfin une prime de croissance toujours bien présente par rapport aux marchés développés. Voilà où on en est. D'un côté, des valorisations qui paraissent attractives et une croissance qui s'annonce solide. De l'autre, des risques bien identifiés qu'on ne peut pas ignorer. La grande question qui reste en suspens, c'est de savoir comment ces forces contradictoires vont s'équilibrer pour façonner l'économie de 2026. La réponse, bien sûr, reste encore à écrire.